Il disait que ce n'était que de l'entraînement. Une séance de plus sur les tapis, un exercice banal de combat rapproché au Pacific Maritime Warfare Center à Seabright, rien d'exceptionnel. Mais lorsque le lieutenant-commandant Evelyn Harper tapa 2 fois et que le sergent-chef Logan Mercer ne relâcha pas la pression, son avant-bras toujours verrouillé contre sa gorge pendant 8,6 secondes au-delà du temps réglementaire, ce n'était déjà plus de l'entraînement. C'était un message, une déclaration gravée dans la chair meurtrie et l'air volé, une manière de dire que cette annexe n'obéissait ni au grade ni aux procédures. Ici, la loi appartenait à celui qui frappait le plus fort et tenait le plus longtemps, quelles qu'en soient les conséquences. Il continua donc à l'étrangler, au-delà du protocole, au-delà du bon sens, jusqu'à ce que sa vision se resserre en tunnel, jusqu'à ce que ses doigts s'agrippent inutilement à son bras, sans effet. Il la maintint ainsi devant tout le monde, instructeur comme recrue, jusqu'à ce que son corps se relâche, inerte, comme une marionnette au fil coupé. Lorsqu'elle se remit finalement debout, la gorge déjà marquée par l'ombre violacée de son emprise, elle ne cria pas, elle ne menaça pas, elle n'éleva même pas la voix. Elle se contenta de le fixer avec ce regard plat et calculateur d'un tireur d'élite qui verrouille une cible. Mais elle n'oublia pas. 3 jours plus tard, sous les yeux de tout le complexe rassemblé autour d'une cage de démonstration, tandis qu'un command Master Chief observait en silence depuis la mezzanine, elle n'eut même pas besoin de poser la main sur lui. Lorsque les preuves défilèrent sur les écrans, horodatage implacable, comptage précis d'étapes, Mercer ne perdit pas seulement un combat, il perdit tout. Avant d'en arriver là, avant que ces écrans ne s'illuminent et ne signent la fin de la carrière d'un marine décoré, il faut revenir en arrière, 96 heures plus tôt. Bien loin de Seabright. Briefing où une femme au regard de sniper, chargée de l'héritage d'un mentor disparu, fit un choix qui allait tout bouleverser. La salle de réunion de l'Atlantic Fleet Operations Command à Hampton Roads se trouvait 3 niveaux sous terre. Des murs de béton brut, des néons blafards qui n'atteignaient jamais vraiment les angles. Aucune fenêtre, aucune lumière naturelle, seulement le ronronnement constant de la climatisation et le poids invisible des décisions classifiées écrasant l'air. Le lieutenant-commandant Evelyn Harper était assise seule à la longue table en aluminium, les mains posées à plat sur la surface glacée. Elle attendait. Elle attendait depuis 6 mois. 6 mois depuis l'appel téléphonique qui avait fait voler sa vie en éclats. 6 mois depuis la mort du Master Chief Thomas Tom Caldwell, l'homme qui l'avait formé, guidé et sauvé lors d'un échange de tirs dans la province de Coast. Officiellement, victime d'un accident d'entraînement. 6 mois à savoir, au plus profond d'elle-même, que ce n'était pas un accident. La porte s'ouvrit sans cérémonie. L'amiral Robert Whittaker entra, un dossier coincé sous le bras, le visage buriné de quelqu'un qui avait passé 30 ans à prendre des décisions impossibles. Il ne salua pas. Elle non plus. Ce n'était pas ce genre de réunion. Commandant Harper. Il s'assit en face d'elle, sans ouvrir le dossier. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» Sa voix resta parfaitement maîtrisée. Des années de discipline opérationnelle, tout gardé verrouillé à l'intérieur. L'annexe de conditionnement au combat. Les yeux de Whittaker se plissèrent légèrement. 3 plaintes informelles en 8 mois, toutes visant le même instructeur. Logan Mercer, raider des Marines, médaille de la Bronze Star, 2 déploiements en Afghanistan. Il marqua une pause, laissa l'information s'installer. Décoré, respecté, bien connecté et potentiellement dangereux. « Nous n'en avons pas la certitude, répondit-elle, et c'est précisément le problème. » Whittaker ouvrit enfin le dossier et fit glisser une photo sur la table. Un homme de la fin de la trentaine, carrure athlétique réglementaire, coupe nette, un visage dur, presque sculpté dans la pierre, un sourire qui n'atteignait jamais les yeux. Aucune plainte n'a été déposée officiellement, pas de preuves exploitables, aucun témoin prêt à parler, seulement des rumeurs, et des Marines qui demandent soudain leur mutation. Harper prit la photo, l'examina avec la même concentration qu'autrefois lorsqu'elle calculait une dérive de vent à 200 mètres. Le Master Chief Caldwell enquêtait sur ce programme, quand il est mort. « Je sais, » dit Whittaker plus doucement. « Tom était aussi mon ami. Nous avons servi ensemble lors d'opération Iron Resolve, mais sa mort a été classée comme accidentelle.
Défaillance de matériel lors d'un exercice de descente rapide. Aucun acte malveillant établi. Aucun qu'il puisse prouver. Elle reposa la photo et le regarda droit dans les yeux. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, Tom Caldwell a survécu à 30 ans d'opérations spéciales, de guerres, des dizaines de missions classifiées, plus de sauts de combat que la plupart des opérateurs n'en verront jamais. Il ne meurt pas parce qu'une corde casse. Le silence s'installa. Dans les couloirs, quelque part, des pas résonnèrent, puis s'éteignirent. Lorsque Whittaker reprit la parole, sa voix portait le poids de ce qu'il ne pouvait pas dire officiellement. Cette annexe opère dans une zone grise, commandant. Entraînement interarmé, intensité maximale, doctrines hybrides. Elle est conçue pour pousser les gens au-delà de leurs limites. Et parfois, les cadres traditionnels ne suffisent plus. Il la fixa. Quelqu'un doit les faire tenir. Oui. Il sortit un autre document du dossier et le posa devant elle. C'est précisément pour cela que vous êtes ici. Je vous propose une affectation temporaire. 60 jours à Seabright, supervision de la conformité et des protocoles pour le programme d'intégration, observation, documentation, vérification. Vous vous assurez que chaque exercice respecte les normes réglementaires. Il fit glisser la feuille dans sa direction. C'est volontaire. Votre dossier est irréprochable. Vous pouvez refuser, personne ne vous en tiendra rigueur. Evelyn Harper ne toucha pas au document. Qui protège Mercer ? Ce n'était pas formulé comme une question hiérarchique. Elle se pencha légèrement en avant. 3 plaintes jamais officialisées, une enquête enterrée avec son enquêteur, quelqu'un avec assez d'influence pour faire disparaître les problèmes. Alors je repose la question, qui le protège ? La mâchoire de Robert Whittaker se crispa. Le capitaine Daniel Kincaid. Il commandait Mercer en Afghanistan lors de l'offensive de 2010. Ils ont traversé l'enfer ensemble. Kincaid est en pleine ascension et Mercer est sa vitrine, sa preuve vivante que l'entraînement agressif fonctionne. Il marqua un temps. Si vous acceptez cette mission, vous ne vous opposerez pas à un simple sous-officier. Vous remettrez en cause toute une philosophie de commandement. Parfait. Harper tira enfin le document vers elle et sortit un stylo de sa poche. Tom Caldwell croyait qu'on pouvait faire les choses correctement, avec honneur et discipline. Pas seulement obtenir des résultats. Il est mort en essayant de le prouver. Elle signa d'un geste net, précis. Je refuse que sa mort ne signifie rien. Whittaker hocha lentement la tête. Une lueur approbatrice traversa brièvement son visage fatigué. Caldwell vous a bien formé, meilleure tireuse de votre promotion, dans les 2 premiers % des candidats à la sélection. Vous avez mérité votre insigne 10 fois plutôt qu'une. Il se leva, referma le dossier. Mais vous devez comprendre dans quoi vous mettez les pieds. Cette annexe n'est pas dirigée par la chaîne de commandement officielle. Elle est gouvernée par celui qui impose le respect sur les tapis. Et pour l'instant, c'est Mercer. Alors il va falloir que ça change. Elle se leva à son tour, se mit au garde à vous. Quand est-ce que je pars ? Demain. 0600. Vol pour Port Calder. Rapport au commandant de base, briefing initial, puis direction l'annexe. Whittaker se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, la main sur la poignée. Une dernière chose, Kincaid saura que vous arrivez, et il saura pourquoi. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger son marine. Qu'il essaie, monsieur. Whittaker esquissa presque un sourire. Caldwell disait que vous étiez obstiné, que c'était à la fois votre plus grande force et votre plus grand défaut. Il ouvrit la porte. Espérons qu'il avait raison pour la première. Lorsqu'il fut parti, Harper resta immobile dans la pièce sans fenêtre. Sa main glissa vers son épaule gauche, suivit sous le tissu de l'uniforme la ligne irrégulière d'une vieille cicatrice. 4 ans plus tôt, dans la province de Khost, une embuscade talibane aurait dû anéantir toute son équipe. Elle l'aurait fait si Tom Caldwell ne s'était pas interposé entre elle et une rafale destinée à sa poitrine. Il avait encaissé les balles, puis, malgré tout, riposté et coordonné leur extraction. Il avait survécu. De justesse, 3 mois de convalescence, 6 autres de rééducation, mais il était revenu, plus déterminé encore à former la génération suivante correctement, avec honneur. Et maintenant, il était mort, officiellement victime d'un accident d'entraînement. Chaque instinct qu'elle possédait hurlait qu'il avait été assassiné, maquillé sous un langage administratif,
Harper sortit son téléphone et ouvrit la galerie. Elle s'arrêta sur une photo qu'elle avait regardée 1000 fois. Elle et Caldwell au stand de qualification sniper, tous deux en ghillie, suie, maculés de poussière et de camouflage. Elle brandissant une cible, 98 sur 100. Lui, souriant comme un père fier, le bras passé autour de ses épaules. « Mission acceptée, Master Chief », murmura-t-elle dans la pièce vide. « Je terminerai ce que vous avez commencé. » Le lendemain matin, à 36 000 pieds au-dessus du Nouveau-Mexique, Harper était assise, côté hublot, regardant le désert défiler lentement sous l'aile. Le vol commercial était presque vide, quelques passagers dispersés, rien de remarquable. Elle voyageait léger, en civil. Aucun signe apparent de son statut militaire, à part cette posture qu'elle ne parvenait jamais à perdre et ce regard qui cartographiait instinctivement les sorties et évaluait chaque menace potentielle. Son téléphone vibra. Message d'un numéro inconnu. « Bienvenue en Californie, commandant. Hâte de travailler avec vous. SS, Logan Mercer. » Donc, Kincaid l'avait déjà briefé. Parfait. Qu'il sache dans quelle arrivait. Qu'il prépare l'accueil qu'il jugeait approprié. Elle avait tenu tête à des combattants ennemis dans des zones urbaines et des cols montagneux. Une installation d'entraînement hostile ne lui faisait pas peur. Elle répondit simplement « À bientôt sur le tapis, sergent-chef. » Puis elle mit le téléphone en mode avion. Dans son bagage cabine, enveloppé dans un tissu doux, reposait l'arme de service de Tom Caldwell. Un Colt Series 70 calibre .85, la crosse polie par des décennies d'usage. Il la lui avait léguée dans son testament, accompagné d'un mot manuscrit qu'elle connaissait par cœur. « Nora, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas survécu. Ne me pleure pas. Termine la mission. L'annexe a besoin de quelqu'un qui comprenne que la discipline n'est pas une faiblesse, c'est la force ultime. Fais-leur comprendre, fais-leur se souvenir. » Caldwell, l'avion perça une couche de nuages légers et amorça sa descente vers Port Calder. Evelyn Harper observa la ville se dessiner sous elle, la base navale s'étirant le long du littoral, les bâtiments gris-argent flottant dans le port, comme des pièces d'un échiquier. Quelque part, en bas, dans l'Advanced Combat Integration Wing, Logan Mercer l'attendait, sûr de lui, protégé, intouchable. Il ignorait encore ce qui approchait. L'annexe se trouvait à l'extrémité est de la Naval Base Seabright, à bonne distance du complexe principal de sélection, séparé par quelques centaines de mètres de route d'accès et une clôture de grillage fatigué. Rien à voir avec les installations impeccables que les civils imaginaient lorsqu'ils pensaient à l'entraînement des forces spéciales. Ici, c'était l'envers du décor, le lieu où se faisait le vrai travail, loin des caméras et des regards officiels, des bâtiments préfabriqués à la peinture écaillée, des parcours extérieurs rongés par le temps et l'usage, une vaste structure métallique servant de hall principal, poutres apparentes et éclairage industriel cru. Harper gara sa voiture de location à 15h45, suffisamment tôt pour observer avant l'enregistrement officiel de 16h. Elle resta 5 minutes immobile, vitres baissées, à écouter, les cadences criées d'un groupe en course, le choc sourd et régulier des corps sur les tapis, une voix appelant le temps. D'autres répondant en chœur. C'était ici que Tom Caldwell était mort, juste là. Probablement près de cette tour où pendèrent des cordes, sinistres comme des potences accrochées à une armature d'acier. Le rapport officiel parlait d'un exercice de descente rapide, d'un point d'ancrage défaillant. 40 pieds de chute libre sur le béton. Mort sur le coup. Sauf que Caldwell inspectait chaque équipement avant chaque séance. Depuis 30 ans, sans jamais faillir, il lui avait appris à faire pareil, marteler cette règle jusqu'à ce qu'elle devienne un réflexe vital. La préparation sauvait des vies. Et maintenant, on lui demandait de croire qu'il avait simplement manqué un défaut critique. Elle sortit de la voiture, la chaleur la frappa immédiatement. Soleil californien sec, bitume brûlant. Elle enfila sa tenue de travail pendant l'escale, camouflage naval type 3, feuilles de chêne argentées sur le col, pas de décoration, pas d'insigne spécial, des lignes nettes, sobres. Elle voulait qu'il voie le grade, pas le parcours, qu'on la sous-estime. L'entrée principale était entr'ouverte, pas de garde, pas de contrôle, juste un panneau. Advanced Combat Intégration Programme, personnel autorisé uniquement. Elle entra. L'intérieur correspondait exactement à ce qu'elle attendait. Sols en béton brut,
Tapis répartis en zones distinctes, haltères le long d'un mur, sacs de frappe suspendus à des chaînes. Un ring de boxe relégué dans un angle, l'odeur la frappa de plein fouet, sueur, caoutchouc, et ce parfum métallique du sparadrap sportif, toute sa vie adulte, concentrée dans un seul espace. Une trentaine de personnes occupaient les lieux dispersés entre les stations. La plupart étaient absorbées par leurs exercices, mais elle sentit immédiatement le changement. Les conversations ne cessèrent pas, elles se firent simplement plus basses, plus prudentes. Des regards la suivirent sans en avoir l'air. Près du tapis central, 3 instructeurs discutaient en groupe lâche. Tous des hommes, tous en excellente forme, avec cette assurance tranquille de ceux qui savent qu'ils dominent un territoire. Celui du milieu se tourna vers elle lorsqu'elle s'approcha. La trentaine avançait, près d'1,80 m, épaules larges, un visage dur, abrupt comme taillé dans le granit, le même que sur la photo. Logan Mercer, sergent-chef, elle s'arrêta à 3 pas. Distance professionnelle. Ne tendit pas la main. « Commandant Harper », dit-il d'une voix lisse et parfaitement maîtrisée, capable de basculer du détendu à l'autoritaire en 1 seconde. « Bienvenue à l'annexe. On nous a informé de votre arrivée pour une rotation, supervision de l'intégration, c'est bien ça ? Revue de conformité et de protocole, affectation de 60 jours. D'accord. La conformité. » Il sourit, sans chaleur. « Nous avons un programme exigeant ici, madame. Intensité élevée, standard élevé, le genre d'entraînement qui forge des opérateurs capables de tenir sous pression. Je connais l'entraînement à haute intensité, sergent-chef. J'ai suivi la sélection maritime. Comme vous. » Un des autres instructeurs, plus jeune, avec des galons de caporal, encore neufs, émit un son qui ressemblait vaguement à une toux. Le sourire de Mercer s'élargit d'1 millimètre. « Bien sûr, aucun manque de respect. Je voulais simplement m'assurer que vous saviez dans quoi vous mettiez les pieds. Ici, ce n'est pas une salle de classe. »« Parfait. Je préfère le terrain. » Elle balaya l'espace du regard, mémorisant mentalement l'emplacement des caméras, des sorties de secours, la configuration des zones d'entraînement. « J'aurais besoin d'un accès complet aux journaux de séance, aux registres de maintenance du matériel et aux rapports d'incidents des 12 derniers mois. » « C'est faisable. » Il désigna le plus jeune instructeur. « Le caporal Miles Turner vous installera au bureau administratif. » Turner hocha la tête sans vraiment croiser son regard. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, » continua Mercer, « n'hésitez pas. Nous sommes là pour soutenir votre mission, quelle qu'elle soit. » L'accent mis sur les derniers mots était subtil, mais volontaire, une provocation enveloppée de courtoisie professionnelle. Harper soutint son regard. « Ma mission est simple, sergent-chef. Veillez à ce que tous les protocoles d'entraînement respectent les règlements de la marine et que la sécurité du personnel reste prioritaire. » Elle soutint son regard sans ciller. « J'imagine que cela correspond parfaitement à vos propres objectifs. »« Absolument, commandant. » Il jeta un coup d'œil vers les autres instructeurs. Un échange muet passa entre eux, presque imperceptible. « Nous lançons un module de conditionnement avancé. Dans 15 minutes, vous êtes la bienvenue pour observer, voir comment les choses fonctionnent ici. »« J'observerai tout, sergent-chef. C'est précisément pour cela que je suis là. » Elle se détourna et suivit le caporal Miles Turner vers un bureau latéral, consciente du poids du regard de Mercer dans son dos, consciente aussi des murmures qui naissaient déjà, se propageant dans l'installation comme des ondes à la surface de l'eau. La nouvelle officier de supervision. Une femme. Une opératrice, certes, mais de la supervision. Une bureaucrate. Une guerrière au clipboard. Qu'il le croit, qu'il la sous-estime. Elle avait passé toute sa carrière à être sous-estimée, et toute sa carrière à prouver le contraire. Le bureau était exigu, à peine assez grand pour un bureau métallique, et 2 armoires de classement. Turner tira une chaise pour elle, puis resta planté près de la porte, hésitant. Il était jeune, 25 ans tout au plus, avec cette nervosité caractéristique de quelqu'un qui a vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir, et qui ne sait pas quoi en faire. « Merci, caporal. » Elle s'assit, la voix neutre. « Les dossiers ? » ?»« Oui, commandant, ils sont... Enfin, dans le système, accès numérique. Je vais vous générer des identifiants. » Il sortit un carnet, griffonna quelques lignes, puis s'interrompit. Il leva les yeux vers elle, les baissa aussitôt. « Commandant,
Est-ce que cette conversation est privée ? Les instincts de Harper se mirent instantanément en alerte. Elle peut l'être. Turner referma la porte et baissa la voix. J'ai entendu dire que vous arriviez, que vous étiez ici à cause du Master Chief Caldwell. Il déglutit. Je voulais juste que vous sachiez, c'était un homme bien. Ce qui lui est arrivé, ce n'était pas normal. Vous étiez présent le jour de sa mort. Oui, commandant. J'ai tout vu. La corde qui lâche, sa chute. Ses mains se crispèrent un instant, puis se relâchèrent. Mais j'ai aussi vu autre chose, 2 heures avant. J'ai vu le sergent-chef Mercer inspecter l'équipement. Il était sur la plateforme, en train de manipuler les points d'ancrage. Et quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit de m'occuper de mes affaires et de retourner à mon poste. L'air du petit bureau sembla soudain manquer d'oxygène. Avez-vous signalé cela à quelqu'un ? J'ai essayé. Je suis allé voir l'officier de sécurité de la base. J'ai déposé un rapport préliminaire. Sa voix baissa encore. 3 jours plus tard, le capitaine Daniel Kincaid s'est présenté à mes quartiers. Il m'a dit que je devais m'être trompé, que Mercer effectuait simplement des contrôles de sécurité de routine, comme toujours. Il a ajouté que si je persistais avec ce récit, ça pourrait nuire à ma carrière, donner l'impression que je ne supportais pas la pression. Harper garda le visage impassible, mais une froideur glaciale lui parcourut la colonne vertébrale. « Qu'avez-vous fait » ? J'ai reculé. J'ai retiré ma déclaration. J'ai dit que j'avais mal interprété ce que j'avais vu. Il croisa enfin son regard. Elle y lut la honte, la peur, et quelque chose de plus dur, plus solide. Je le regrette tous les jours, parce que le Master Chief Caldwell essayait de nous aider, de réparer cet endroit, et on l'a laissé mourir pour ça. Elle se pencha légèrement en avant. « Caporal Turner, écoutez-moi bien. Si vous êtes prêt à témoigner de ce que vous venez de me dire, à le faire officiellement, je peux vous protéger. Mais cela devra être formel, documenté. » « Je sais, commandant. » Il se redressa, un reste de maintien militaire reprenant sa place. « C'est pour ça que je vous parle maintenant. J'ai 6 ans de service. J'aime les Marines, mais pas comme ça. Pas avec quelqu'un comme Mercer qui nous fait tous passer pour des brutes. » Il hésita, puis ajouta « Il y a autre chose. Je ne suis pas le seul. D'autres ont subi ces méthodes. Mais ils ont peur, des représailles, d'être mis sur liste noire. Donnez-moi des noms, discrètement. Pas d'approche officielle pour l'instant, juste ceux qui pourraient parler s'ils savaient qu'ils seraient protégés. » Elle sortit une carte avec ses coordonnées et la lui tendit. « Et caporal, soyez prudent. S'ils ont osé s'en prendre à Caldwell, ils n'hésiteront pas avec vous. » Il prit la carte, hocha la tête, puis sortit. Harper resta seul dans le bureau à assembler les pièces. Ce n'était donc ni de la paranoïa, ni le deuil qui lui faisait voir des complots partout. Mercer était sur cette tour, il avait touché à l'équipement, et quand quelqu'un avait tenté de parler, Kincaid lui-même avait étouffé l'affaire. Elle sortit son téléphone, ouvrit l'application de messagerie chiffrée et tapa rapidement « Amiral Whittaker ». Témoin crédible concernant la mort de Caldwell. Soupçon de sabotage matériel. Besoin d'un canal sécurisé pour transfert de preuves. La réponse arriva 30 secondes plus tard. Canal établi. Procédez avec une extrême prudence. Il vous surveille. Elle supprima les 2 messages, puis ouvrit son ordinateur portable et commença à consulter les journaux d'entraînement. Si Mercer avait un schéma, s'il avait déjà fait ça auparavant, il y aurait des traces. Panne d'équipement, blessure, incident apparemment anodin sur le papier, mais qui, mis bout à bout, dessinerait une image claire. Elle avait passé 4 ans comme tireuse d'élite. La patience était sa spécialité. Attendre l'instant parfait, le moment où tout s'aligne et où la cible entre enfin dans le champ de tir. C'était exactement la même chose. Collecter le renseignement, identifier le schéma, attendre l'ouverture, puis tirer le coup qui mettrait fin à tout. La séance d'entraînement de l'après-midi était brutale, quel que soit le point de vue. Evelyn Harper se tenait au bord du tapis principal, clipboard à la main, observant Logan Mercer soumettre une douzaine de recrues à ce qu'il appelait du combat stress conditioning. En réalité, cela ressemblait à une noyade contrôlée, à sec. À tour de rôle, chaque recrue passait dans une clé d'étranglement pendant que son partenaire appliquait une pression calculée, destinée à reproduire la panique liée au manque d'oxygène, sans, en théorie,
franchir la ligne du danger réel, en théorie seulement, car la frontière entre simulation et risque était plus mince que ce que les règlements autorisaient. Harper observa Mercer faire la démonstration avec un volontaire consentant, un jeune caporal visiblement habitué à l'exercice. La technique était irréprochable, étranglement arrière, un bras autour de la gorge, l'autre calé derrière la tête. Position parfaite. Mercer expliquait calmement, d'un ton posé, presque pédagogique, les points de pression. La restriction du flux sanguin. La durée considérée comme sûre. Vous sentirez le tap ici. Il montra la main du caporal frappant 2 fois son avant-bras. C'est le signal. Vous relâchez immédiatement. Pas après avoir terminé votre compte, pas après avoir fait passer un message, immédiatement. Il lâcha prise. Le caporal inspira bruyamment, hocha la tête, et le groupe passa à la pratique. Impeccable. Propre. Exactement conforme au manuel. Mais Harper connaissait ce milieu depuis trop longtemps pour se laisser tromper. Elle savait faire la différence entre ce que les gens faisaient quand ils étaient observés et ce qu'ils faisaient quand ils pensaient ne pas l'être. Mercer savait qu'elle était là, qu'elle notait tout, que chaque geste serait évalué. C'était la version aseptisée, la vitrine, la performance. Elle voulait voir ce qui se passait une fois le rideau tombé. Pendant 2 heures, elle prit des notes. Heures, participants, technique, exécution. Tout était conforme, tout était professionnel. Mercer dirigeait une séance millimétrée. Pas de temps mort, instruction claire, correction immédiate dès qu'une posture déviait. Il était bon. C'était bien là le problème. Assez bon pour masquer le reste. À 18h, la séance prit fin. Les recrues quittèrent Mchir le tapis, épuisées, ruisselantes de sueur. Mercer s'approcha d'elle, une serviette autour du cou, à peine essoufflée. « Vos impressions, commandant ?» La technique est solide, les consignes sont claires. Elle ne leva pas les yeux de son clipboard. Les durées sont dans les normes, les protocoles de sécurité ont été respectés. Ravi de l'entendre. Il but une gorgée d'eau, puis ajouta d'un ton faussement anodin. Vous savez, le Master Chief Caldwell assistait aussi à nos séances. Il appréciait ce que nous cherchions à accomplir ici, former des combattants qui ne lâchent pas sous pression. Elle releva la tête et soutint son regard. Le Master Chief Caldwell croyait aussi qu'on pouvait faire les choses correctement, pas seulement durement. Correct et dur ne sont pas incompatibles, commandant. Non, mais dur sans être juste, c'est simplement de la brutalité. Elle referma son clipboard. Je reviendrai demain, même heure. Avec plaisir. Elle quitta le hall d'entraînement en sentant à nouveau les regards se poser sur elle. Dans le parking, assise dans sa voiture de location, vitres fermées, climatisation à fond, elle s'autorisa enfin à expirer. Le masque professionnel glissa, ne serait-ce qu'un instant. En dessous, il n'y avait que de la colère froide. Tom Caldwell s'était tenu exactement là où elle se trouvait. Il avait observé des séances identiques, la même exécution parfaite, le même respect apparent des règles. Et il avait su, comme elle le savait maintenant, que tout cela était un mensonge. Son téléphone vibra. Message d'un numéro inconnu. Demain soir, 19h, entraînement avancé volontaire. Vous devriez venir voir. Un ami. C'était forcément Turner. Un avertissement discret à propos de ce qui se déroulait hors planning officiel. Ce que Mercer organisait quand il pensait qu'aucune autorité ne regardait. Elle enregistra le numéro et quitta le parking. Il lui restait moins de 24 heures pour se préparer, pour planifier, pour se positionner face à ce qui approchait, car quelque chose approchait, elle le sentait. De la même façon qu'elle avait autrefois perçu des positions ennemies avant qu'elles ne se payent et qu'elles ne se révèlent. Cette pression sourde, cette attention hostile, cette violence prête à éclater, parfait, qu'elle vienne. Elle avait survécu à pire que Logan Mercer, à des embuscades talibanes, à des combats qui avaient duré des heures, à une sélection conçue pour briser les plus solides. Elle avait survécu à la perte de l'homme qui avait été comme un père pour elle. Elle survivrait à ça aussi, et quand tout serait terminé, quand les preuves seraient réunies, que le dossier serait solide et que la vérité serait exposée au grand jour, Mercer comprendrait enfin la leçon que Tom Caldwell avait passé 30 ans à enseigner. La discipline n'était pas une faiblesse, c'était l'arme qui ne manquait jamais sa cible. Le lendemain matin se leva sous un ciel froid et gris. Une brume marine venue du Pacifique s'étendait sur Seabright, lourde et humide comme une couverture étouffante.
Harper était déjà à l'annexe à 5h30, 1 heure avant le début officiel des activités. Elle avançait dans les installations désertes avec cette attention méthodique qui l'avait maintenue en vie lors de 2 déploiements en zone de combat. Elle ne se contentait pas de se familiariser avec les lieux, elle les cartographiait, chaque boîtier de caméra, chaque angle mort, chaque pièce d'équipement susceptible de tomber en panne au moment opportun. Le système de sécurité était plus vétuste qu'il n'aurait dû l'être. Des caméras analogiques reliées à une station d'enregistrement centrale dissimulée dans un placard de maintenance. Elle la trouva déverrouillée, l'équipement ronronnant doucement dans la pénombre. Un mur d'écran diffusait des images granuleuses provenant de 16 angles différents à travers l'installation. Tapis d'entraînement, zone de stockage du matériel, parcours d'obstacles extérieurs. La plupart des caméras fonctionnaient, leurs horodatage défilant régulièrement dans un coin de l'image. La plupart, pas toutes. 3 écrans n'affichaient que de la neige. Elle vérifia les étiquettes sous chaque moniteur. Caméra 7, salle principale, angle nord-est. Caméra 11, annexe de stockage du matériel. Caméra 14, tour de descente rapide extérieure. La tour où Tom Caldwell était mort. Harper sortit son téléphone et photographia les écrans hors service, puis consulta les journaux du système sur le terminal informatique archaïque. Les relevés montraient des pannes intermittentes remontant à plusieurs mois. La caméra 7 avait cessé de fonctionner 4 fois au cours des 60 derniers jours, toujours lors de séances en soirée. La caméra 11 présentait un schéma similaire. Quant à la caméra 14, celle de la tour, elle était officiellement déclarée défectueuse depuis 2 jours avant la mort de Caldwell. Pratique, un peu trop. Elle parcourait encore les journaux lorsqu'un bruit de pas résonna dans le couloir. Elle referma l'interface d'un geste vif sorti du placard et manqua de heurter un homme qu'elle ne connaissait pas. La soixantaine, cheveux gris acier, regard marqué par des choses qu'on ne désapprend jamais. Il portait des vêtements civils, mais sa posture trahissait sans équivoque une vie passée sous l'uniforme. « Vous êtes matinal, commandant. » Sa voix était râpeuse, chargée de fumée et de gravier, façonnée par des années à hurler des ordres sous le feu. « On pourrait en dire autant, » répondit-elle calmement. Puis, « Et vous êtes... » Franklin Frank Rowe, ancien Command Master Chief. Il lui tendit la main. Elle la serra. Une poigne ferme, celle de quelqu'un qui avait passé sa vie à travailler dur. « Retraité, » ajouta-t-il, « mais je continue à faire un peu de conseil ici et là. Supervision, contrôle, qualité, s'assurer que les standards ne glissent pas. Alors nous faisons le même métier. » « Vraiment ?» Il pencha légèrement la tête, la scrutant avec une intensité qui donnait l'impression d'être passé au radar. « Parce que de mon point de vue, commandant Harper, vous n'êtes pas ici pour une supervision de routine. Vous êtes ici parce que Tom Caldwell était mon ami et que quelqu'un l'a assassiné. » Les mots restèrent donc suspendus dans le couloir étroit, lourd comme de la fumée. La main de Harper glissa instinctivement vers son arme avant qu'elle ne se reprenne et ne ramène son corps au calme. « C'est une accusation grave, Master Chief. La situation l'est tout autant. » Rowe jeta un coup d'œil derrière lui, puis désigna un petit bureau. « Venez. » Elle le suivit dans ce qui ressemblait à un local de stockage reconverti en espace de travail. Pas de fenêtre, des armoires métalliques, un bureau couvert de dossiers. Rowe ferma la porte, tourna la clé, puis se retourna vers elle. « Tom et moi avons servi ensemble pendant 20 ans. Opération Iron Resolve, l'Amérique centrale, et une douzaine d'opérations dont vous ne lirez jamais le nom dans un rapport officiel. » Sa voix portait un deuil ancien, tenu à bout de bras. « C'était le meilleur opérateur que j'ai jamais connu. Et il y a 6 mois, j'ai vu son corps être chargé dans une ambulance parce que quelqu'un voulait sa mort. Vous étiez ici ce jour-là. J'étais dans la zone d'observation, j'ai tout vu. » Il s'approcha du bureau et sortit un dossier glissé sous une pile de manuels techniques. Tom savait que quelque chose n'allait pas dans cette installation, il le sentait. Comme on sent une opération partir de travers avant même que ça arrive. Alors, il a commencé à documenter, discrètement, méthodiquement, à monter un dossier. Il lui tendit la chemise. À l'intérieur, des dizaines de pages, rapports d'incidents, notes manuscrites, photos de blessures, noms et dates couvrant près de 2 ans. Et au cœur de presque chaque cas, le même nom revenait. Logan Mercer. Harper parcourut les documents, son œil entraîné repérant aussitôt les constantes.
Maintien prolongé, usage excessif de la force, blessure ne correspondant pas tout à fait aux versions officielles. Tom avait rassemblé tout ça. Il comptait le transmettre par les voies réglementaires, déposer une plainte formelle, demander une enquête complète. La mâchoire de Rowe se crispa. 2 jours avant son rendez-vous avec le commandant de base, la corde a lâché. Il marqua une pause. Turner m'a dit qu'il avait vu Mercer à la tour ce matin-là. C'est un bon gamin. Effrayé, mais droit. Rowe s'affaissa dans la chaise, semblant soudain porter tout le poids de ses 62 ans. Il n'est pas le seul à avoir vu des choses, commandant, mais quand le capitaine Daniel Kincaid s'est déplacé pour intimider les témoins, le message était limpide. Tais-toi, ou ta carrière est finie. Harper referma le dossier et le serra contre elle. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu ? Vous surclassez tout le monde ici. Je suis un contractuel civil à la retraite, aucun pouvoir réel, juste un rôle consultatif. L'amertume dans sa voix coupait comme une lame. Et surtout, je n'avais pas de preuves solides. Tom compartimentait son enquête. Il ne m'a pas tout dit, au cas où il lui arriverait quelque chose. Il secoua lentement la tête. Sécurité opérationnelle intelligente. Mais quand il est mort, une partie des preuves est morte avec lui. Il ne m'avait pas tout dit, au cas où il lui arriverait quelque chose. Une sécurité opérationnelle intelligente, mais qui signifiait aussi que, le jour où il est mort, une partie des preuves est morte avec lui. Pas toutes ? Harper tapota le dossier contre sa poitrine. C'est solide. Suffisant pour comprendre. Suffisant pour commencer, mais pas assez. Pas contre Kincaid, pas sans quelque chose d'irréfutable. Frank Rowe se leva, traversa la pièce et ouvrit une armoire métallique. Il en sortit un petit boîtier électronique, un disque dur portable. Tom a installé des capteurs de mouvement auxiliaires dans toute l'installation, hors réseau principal. Alimentation indépendante, dissimulée dans les structures, les supports, les caissons d'équipement. Il savait que les caméras officielles tombaient en panne un peu trop souvent. Le rythme cardiaque d'Harper s'accéléra. Ils fonctionnent encore ? Certains, oui. Je les entretiens depuis sa mort. J'attendais le bon moment et la bonne personne. Il lui tendit le disque. Les enregistrements sont chiffrés. Mot de passe, Trident 227, le numéro de promotion de Tom à la sélection. Elle prit le disque et le glissa dans sa poche. Pourquoi me donner ça maintenant ? Parce que vous êtes ici pour les bonnes raisons. Il hésita puis ajouta, la voix plus douce. Parce que vous étiez l'héritage de Tom, l'opératrice dont il était le plus fier. Son expression s'assombrit aussitôt. Et parce que j'ai appris hier soir que Mercer préparait quelque chose, un entraînement volontaire ce soir, hors planning, hors enregistrement, le genre de séance où des accidents arrivent, le message, l'avertissement de Turner. Il va s'en prendre à moi, pensa-t-elle tout haut. Non, rectifia Rowe, il va vous tester. Voir si vous craquez, si vous abandonnez, s'il peut vous donner une excuse pour vous écarter, comme il l'a fait avec tous ceux qui se sont approchés trop près. Il ouvrit la porte, puis s'arrêta. Mais vous devez comprendre une chose, commandant. Mercer n'est pas simplement un instructeur dévoyé. C'est un vétéran décoré, chargé de démons qu'il n'a jamais affrontés. Et Kincaid l'a convaincu que l'entraînement agressif est la seule barrière entre les combattants américains et l'échec. Dans sa tête, il fait ce qu'il faut. Ce qu'il pense n'a aucune importance si ses méthodes tuent des gens. Non, admit Rowe. Il la regarda une dernière fois. Les dernières paroles de Tom à mon sujet parlaient d'un de vous. Il m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais trouver la commandante Evelyn Harper, que vous étiez celle qui pourrait terminer ce qu'il avait commencé. Son regard ne la lâchait pas. Ne m'obligez pas à lui dire que j'ai échoué. Puis il disparut dans la routine matinale de l'installation, comme de la fumée. Harper resta seul dans le bureau improvisé, le dossier serré dans une main, le disque dur dans la poche. Le poids de l'ensemble s'abattit sur ses épaules. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un mauvais instructeur, c'était une question de protection institutionnelle, de hauts gradés qui fermèrent les rangs, d'une culture qui valorisait les résultats au détriment des règles et écrasait ceux qui osaient remettre le système en cause. Tom Caldwell avait remis le système en cause, et cela l'avait tué. Elle ne commettrait pas la même erreur, elle n'allait pas poser des questions, elle allait documenter, exposer et démanteler le tout avec la froide précision de quelqu'un qui avait passé des années
à tirer à très longue distance. Mais d'abord, il fallait survivre à cette nuit. La journée passa dans un flou méthodique. Harper assista à la formation matinale, observa les blocs d'entraînement, examina les registres de maintenance. En surface, le masque professionnel restait intact. En dessous, son esprit élaborait des scénarios tactiques. Mercer dirigeait ses séances avec la même perfection clinique que la veille. Technique irréprochable. Instructions limpides, conformité absolue au règlement. La représentation continuait. Mais elle remarqua les détails, la manière dont les autres instructeurs se pliaient à son autorité, même lorsqu'il n'était pas le sous-officier le plus gradé présent. L'attention quasi imperceptible des recrues lorsqu'il s'approchait. Le silence qui tombait quand il parlait, pas celui de la discipline militaire, mais quelque chose de plus dense, plus sombre, de la peur déguisée en respect. Elle remarqua aussi Turner, qui gardait soigneusement ses distances pendant les heures officielles. Mais une fois, il croisa son regard et inclina très légèrement la tête. Confirmation. À 17h, Harper regagna ses quartiers temporaires sur la base, un petit studio fonctionnel dans le bâtiment des officiers célibataires. Elle quitta son uniforme pour une tenue d'entraînement, short de compression noir, t-shirt gris de PT, naval. Elle banda soigneusement ses mains, enveloppant méthodiquement les petits os des doigts et des phalanges. Puis, elle s'étira, suivant la routine que Tom Caldwell lui avait enseignée des années plus tôt. La préparation sauve des vies, Nora. Sa voix résonnait dans sa mémoire, claire, presque présente. Un combat est gagné ou perdu avant même de commencer. Dans les décisions que tu prends quand tu es calme et lucide. Elle sortit le Colt Series 70 de son sac, vérifia la chambre par réflexe, puis enferma l'arme dans le coffre de la chambre. Là où elle allait, une arme à feu ne servirait à rien. Cela se réglerait sur les tapis. À l'ancienne, corps contre corps, volonté contre volonté. À 18h45, elle reprit la route vers l'annexe. Le parking était moins rempli qu'en journée, mais une douzaine de véhicules étaient encore là. Elle reconnut le pick-up de Mercer, la berline de Turner, et d'autres qu'elle ne connaissait pas. Le hall principal d'entraînement était éclairé, mais silencieux. Elle entra par la porte latérale. Une quinzaine de personnes étaient présentes, surtout des instructeurs juniors et des recrues expérimentés, ceux qui avaient soit trop faim de progresser, soit trop peu de prudence pour refuser un entraînement supplémentaire. Les têtes se levèrent lorsqu'elle franchit le seuil. La surprise passa brièvement sur plusieurs visages. Logan Mercer se tenait au centre du tapis principal, les mains sur les hanches, un sourire discret accroché au coin de la bouche. « Commandant Harper, je ne m'attendais pas à vous voir ce soir. »« Volontaire figurait sur le planning, sergent-chef. Je me suis porté volontaire. » Elle s'avança vers le tapis, ses mouvements souples, presque nonchalants. Les prédateurs sentèrent la peur. Elle veillait à n'en montrer aucune. « À moins qu'il y ait une raison pour laquelle je ne devrais pas être ici. »« Aucune raison, commandant. » Il écarta les bras. « Nous faisons simplement un module de conditionnement avancé. Scénario à haute intensité. Inoculation au stress de combat. » Il désigna l'espace autour d'eux. « Vous remarquerez que les caméras corporelles sont coupées. Séance non officielle, non enregistrée. Nous avons constaté que les recrues réagissent mieux sans la pression de la documentation. » Approche intéressante. Elle monta sur le tapis et commença à s'étirer. Même si cela pose quelques questions en matière de responsabilité. La responsabilité vient des résultats, commandant. Sa voix porta jusqu'au cercle d'observateurs. Nous envoyons au combat des guerriers qui ne cèdent pas, qui ne renoncent pas, qui continuent à se battre quand chaque instinct leur hurle d'abandonner. Ce genre de résilience ne se construit pas dans des conditions aseptisées. Elle se forge dans le feu. Le Master Chief Caldwell avait une autre vision. Un éclat traversa le regard de Mercer. De la colère peut-être, ou la conscience qu'elle venait de prononcer un nom lourd de sens. Caldwell était un grand opérateur. Mais il appartenait à une autre époque. L'ennemi a évolué. Notre entraînement doit évoluer avec lui, où nous renions les principes mêmes qui nous ont rendus efficaces. Elle termina ses étirements et se redressa. « Je ne suis pas ici pour débattre de philosophie, sergent-chef. Vous dirigez une séance. J'observe. » Un bref sourire. « Alors montrez-moi. » L'heure qui suivit fut une violence maîtrisée.
Mercer soumit le groupe à des scénarios conçus pour pousser chaque limite physique et mentale. Des exercices de lutte menés bien au-delà de la fatigue, des clés maintenues plus longtemps que ce que les règlements autorisaient, une agressivité dite contrôlée qui, par moments, glissait vers quelque chose de plus sombre. Harper observa tout, mémorisa tout. Les techniques étaient solides, les consignes claires. Mais l'intensité franchissait des lignes tracées pour de bonnes raisons. Elle vit un jeune marine taper frénétiquement sous un étranglement en triangle, le signal clair, désespéré. Elle vit Mercer maintenir la pression 3 secondes supplémentaires avant de relâcher. Le jeune homme s'effondra en haletant, toussant, les larmes aux yeux, tandis que Mercer se tenait au-dessus de lui. « En combat, l'ennemi ne lâche pas quand vous tapez, » déclara-t-il. « Vous vous échappez, ou vous mourrez. La même logique, la même justification. En surface, cela avait presque un sens tordu mais cohérent. Sauf qu'il y avait une différence entre un entraînement qui simulait le stress et un entraînement qui infligeait un traumatisme réel. Tom Caldwell connaissait cette différence. Il avait tenté de l'enseigner. À 20h30, Mercer annonça une pause. La plupart des participants s'effondrèrent sur les bancs, cherchant de l'air et de l'eau. Mais le regard de Mercer se fixa sur Harper. « Commandant, vous observez depuis un moment. Vous souhaitez participer ? Histoire de ressentir ce que nous faisons réellement ici, le piège, celui qu'elle attendait, le moment où il testerait si elle pouvait réellement soutenir son parcours d'opératrice ou si elle n'était qu'une autre officier de supervision émoussée par un bureau. Qu'avez-vous en tête, sergent-chef ? Scénario simple. Vous et moi, un combat de démonstration. Montrer aux recrues ce à quoi ressemble une technique correcte entre opérateurs expérimentés. » Il sourit, tout en courtoisie professionnelle. « À moins que vous ne préfériez décliner. Refuser la ferait passer pour quelqu'un de faible, quelqu'un qui exigeait des risques qu'elle n'était pas prête à assumer. Accepter signifiait entrer dans son monde, à ses conditions. Sans caméra, sans témoins officiels. » Dans un coin, elle croisa le regard de Turner. Il secoua imperceptiblement la tête, un avertissement. Elle répondit par un sourire froid. « Allons-y, sergent-chef. » Ils se placèrent face à face sur le tapis central. Aucun équipement de protection, aucun arbitre, juste 2 opérateurs entraînés dans l'espace étroit entre eux. Le groupe forma un cercle lâche, silencieux désormais, conscient qu'il ne s'agissait plus d'une simple démonstration. « Règle standard, » annonça Mercer. « Clé de soumission. Frappe contrôlée. Le tape met fin à l'engagement. » Il roula les épaules, détendu, sûr de lui. « Commandant, quand vous voulez. » Ils tournèrent l'un autour de l'autre, évaluant la distance, le timing. Harper se déplaçait avec l'économie de mouvement forgée par des années d'opérations réelles. Pas de gestes inutiles, chaque pas mesuré. Mercer suivait le rythme, tout aussi efficace, mais avec une agressivité contenue, prête à déborder. Il lança le premier coup, un jab d'essai qu'elle esquiva sans effort. Elle répondit par un low kick qu'il bloqua, chacun jaugeant la portée et les réflexes de l'autre. Pendant 30 secondes, c'était exactement ce qu'il avait promis. Un échange entre pairs, technique, contrôlé. Puis, il plongea pour un amené au sol, changement de niveau explosif, parfaitement synchronisé. Evelyn Harper étala sa défense dans une extension impeccable, exactement comme on l'enseignait dans les manuels, mais Mercer ajusta en pleine action et la repoussa en arrière. Ils frappèrent le tapis avec violence, son poids s'écrasa sur elle, et elle sentit son avant-bras glisser contre sa gorge, pas encore verrouillé. Position défensive. Elle engagea les hanches, créa un espace, amorça l'évasion. C'est là que tout bascula. Son poids se déplaça. La pression augmenta, au-delà de ce que la situation exigeait. Son avant-bras se barra contre sa trachée avec une intention qui dépassait clairement la démonstration. Ses mains montèrent, trouvèrent s'étimant son poignet, tentèrent de soulager la pression. Mais il était fort, expérimenté, et il savait exactement ce qu'il faisait. Elle tapa une fois, signal clair, relâche, il maintint. Elle tapa une deuxième fois, signal d'urgence, tu dépasses le protocole. Il maintint, 4 secondes, 5. Sa vision commença à se rétrécir, ce tunnel familier annonçant le manque d'oxygène. 6 secondes, 7. Les visages autour d'eux devinrent flous. Quelque part, bien très loin, elle entendit quelqu'un crier, Turner peut-être, ou un autre instructeur. Le son semblait venir d'un autre monde. 8,6 secondes. Enfin, il relâcha. Harper s'effondra sur le tapis,
haletante, la gorge en feu, la vue brouillée. Des mains l'aidèrent à se redresser. Elle perçut la voix de Mercer venant d'au-dessus d'elle. « Ça va, commandant ?» Parfois, dans l'intensité du moment, les signaux peuvent être manqués. Elle était incapable de répondre. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était aspirer l'air, le ramener de force dans ses poumons. Ses mains montèrent à sa gorge, sentira la chaleur déjà présente, les marques qui prendraient une teinte sombre d'ici le matin. Et à cet instant précis, allongée sur le dos, luttant pour respirer, un autre souvenir s'imposa. La province de Khost. Le jour où Tom Caldwell avait sauvé sa vie en se jetant dans un tir ennemi destiné à sa poitrine. Le jour où elle avait appris que la panique tue, mais que la discipline sauve. Sa voix traversa le souvenir, perça la douleur présente, aussi claire que s'il se tenait à côté d'elle. Reste calme, Nora, respire, réfléchis, survis. Elle se força à s'asseoir, écarta les mains qui tentaient de l'aider, puis épargnée se leva sur des jambes à peine capables de la porter. Mercer l'observait avec quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction, le masque d'inquiétude professionnelle peinant à dissimuler le reste. J'imagine que j'ai tenu un peu plus longtemps que prévu. Ce genre de choses arrive en entraînement réel. Harper croisa son regard. Le laissa n'y lire absolument rien. Ni peur, ni colère, ni reconnaissance du fait qu'il venait de franchir une ligne irréversible. Elle le fixa 3 longues secondes, puis tourna les talons et quitta le tapis. Seule dans les vestiaires, elle s'appuya contre le carrelage froid et trembla. Pas de peur, de rage, une rage si pure qu'elle donnait l'impression d'être trop près d'un réacteur en pleine poussée. Il avait fait exactement ce que Tom Caldwell avait documenté, exactement ce qui avait blessé les autres, réduit au silence ceux qui avaient reparlé, fait fuir ceux qui s'étaient approchés trop près. Et il l'avait fait à elle, dès son 2e jour, pour envoyer un message. Ceci est mon territoire, conteste-moi, et voilà ce qui t'attend. Les doigts encore tremblants, elle sortit son téléphone, ouvrit l'appareil photo et captura les marques violacées qui se dessinaient déjà sur sa gorge. Heure, date, lieu, tout fut enregistré. Puis elle envoya un message à Rowe. Ça s'est produit. Besoin de te voir. Endroit sécurisé. La réponse arriva aussitôt. Bureau de stockage. 20 minutes. Viens seul. Harper se nettoya, enfila des vêtements civils et sortit par une porte latérale. Elle ne se retourna pas vers le hall d'entraînement, n'accorda aucun regard aux quelques véhicules encore présents sur le parking. Elle partit simplement. Elle contourna la base par une autre entrée à l'aide de son badge militaire et se gara 3 bâtiments plus loin de l'annexe. L'installation était désormais plongée dans l'obscurité. Les opérations officielles étaient terminées pour la nuit. Elle entra par une porte arrière grâce à son code d'accès, se déplaça dans les couloirs sombres avec un silence maîtrisé et trouva Rowe qui l'attendait dans le bureau de stockage. Il n'eut qu'un regard à poser sur sa gorge pour que son visage se durcisse comme de la pierre. Il y a 30 minutes, entraînement volontaire, pas de caméra, combat de démonstration. Elle lui tendit son téléphone, affichant les photos. 8,6 secondes après le tap. Il y avait des témoins, mais ils sont tous de son côté. Rowe sortait déjà le disque dur portable et le connectait à son ordinateur. Les capteurs auxiliaires de Tom ont dû enregistrer ça. Ils sont placés précisément là où le système officiel a des angles morts. Ses doigts couraient sur le clavier, mots de passe, dossier chiffré, répertoire caché, keitae caché. Si les capteurs avaient été actifs, si les batteries de secours avaient tenu... L'écran clignota. Des images granuleuses apparurent. Vision infrarouge. Des silhouettes claires découpées sur des arrière-plans sombres. L'angle venait de quelque part dans les hauteurs, depuis la charpente, dominant le tapis principal. Harper se vit elle-même tourner autour de Mercer. L'engagement, la chute au sol, le bras qui se verrouille sur sa gorge. Elle se vit taper 1 fois, puis 2. Elle se vit perdre de la force pendant qu'il maintenait encore. Le rodatage, dans un coin de l'écran, était impitoyable. 8,6 secondes, du premier tap à la libération. On l'a, souffla Rowe. On le tient, mais Harper secouait déjà la tête. Ce n'est pas suffisant. Un seul incident, point de vue unique, des images issues d'un système non autorisé. Sa voix restait parfaitement calme. Ses avocats diront que c'était un accident d'entraînement. Un signal manqué dans le feu de l'action. Ils plaideront l'erreur humaine. Elle secoua la tête. Il nous faut un schéma. Une répétition. Plusieurs faits. Indiscutables. Rowe ouvrit la bouche.
Alors on attend qu'il recommence ? Non. Le mot tomba net. On crée les conditions pour qu'il recommence. Mais cette fois, c'est nous qui contrôlons le cadre. Le plan se structura à mesure qu'elle parlait, chaque pièce trouvant sa place. Je vais demander une évaluation officielle de préparation au combat, une démonstration formelle. Observateur juridique présent, chaîne de commandement sur place. Elle leva les yeux vers lui. Mercer sera désigné démonstrateur principal. Rove comprit aussitôt. Il sera irréprochable. Tout selon le manuel. Exactement, jusqu'au moment où je lui donnerai une raison de ne plus l'être, jusqu'à ce que son ego et ses habitudes prennent le dessus sur sa discipline. Elle soutint le regard de Rowe. Tom Caldwell est mort en construisant ce dossier. Turner et d'autres ont risqué leur carrière pour essayer d'arrêter ça. Je ne laisserai pas ce système continuer à broyer les gens. Rowe la fixa longuement, puis hocha lentement la tête. Vous tendez un piège. Je respecte les règlements. Elle marqua une pause. Mercer, lui, déclenchera le piège. Elle sortit son téléphone et commença à rédiger la demande officielle. J'ai besoin que tous les capteurs auxiliaires soient opérationnels et enregistrent, sans exception. Elle leva brièvement les yeux. Et j'ai besoin que Turner soit prêt à témoigner si ça bascule en procédure formelle. Il a peur, répondit Rowe. Kincaid l'a déjà intimidé une fois. Alors on le protège, on lui donne une couverture, on rend toute tentative de représailles impossible. Ses doigts couraient sur l'écran, précis, méthodiques. Ça va fonctionner, Master Chief, parce que Mercer ne sait pas s'arrêter. Il a fait ça trop de fois. Il s'en est sorti trop de fois. Il se croit intouchable. Elle appuya sur envoyer. C'est sa faiblesse. Et si vous vous trompez ? Demanda Rowe. S'il se contrôle pendant la démonstration ? Alors nous aurons au minimum des images d'un sous-officier étranglant, presque une officier supérieure, lors d'un entraînement non autorisé. Elle haussa les épaules. On exploitera ce que nous avons, et on continuera à bâtir. Un silence. Mais je ne me trompe pas. Les hommes comme Mercer font toujours la même erreur. Ils confondent le pouvoir avec la légitimité. Rove sauvegarda les fichiers sur plusieurs supports, puis lui tendit l'un des disques. Tom serait fier de vous. Tom me dirait que je suis imprudente. Il vous dirait ça, oui. L'ancien opérateur esquissa presque un sourire. Et il serait fier quand même. Harper quitta le bureau, le disque de sauvegarde sécurisé dans sa poche, le dossier de Caldwell sous le bras. Il lui restait moins de 48 heures avant l'évaluation formelle. 48 heures pour positionner chaque pièce, pour s'assurer que lorsque Mercer ferait son mouvement, ce serait le dernier qu'il ferait dans une installation d'entraînement militaire. Seule, dans sa voiture, sur le parking plongé dans l'obscurité, elle s'autorisa un instant de vulnérabilité. Sa main monta à sa gorge, effleura les ecchymoses sensibles. Elle ferma les yeux, chassant le souvenir de Coste, chassant aussi le poids de ce qu'elle s'apprêtait à déclencher. « J'en finis avec ça, Master Chief », murmura-t-elle à la présence qui la hantait depuis 6 mois. « Quoi qu'il en coûte. » Elle démarra et s'enfonça dans la nuit californienne, une combattante transportant des preuves de corruption institutionnelle et la détermination d'obtenir justice. Logan Mercer avait envoyé son message. C'était maintenant à elle de répondre. Et elle ne le ferait ni par la violence, ni par l'intimidation, ni avec aucun des outils qu'il comprenait. Elle utiliserait la seule arme contre laquelle il n'avait aucune défense, la vérité, documentée, irréfutable, maniée avec la précision d'un tir de sniper. Le moment du règlement de compte approchait. Et cette fois, le protocole frapperait plus fort que n'importe quel point. La notification arriva par les canaux officiels à 8h47. Le lendemain matin, la commandante Evelyn Harper était assise dans ses quartiers temporaires. Une tasse de café refroidissait à côté de son ordinateur portable, tandis qu'elle relisait le message de la base pour la 3e fois, afin d'être certaine d'en saisir chaque mot. Évaluation formelle du programme d'intégration au combat. Vendredi, 16h. Démonstrateur principal. Sergent-chef Logan Mercer, USMC. Observateur, capitaine Daniel Kincaid, lieutenant-commandant Lauren Bishop, corps de justice militaire. Autorisation du commandant de base accordée. Personnel en tenue de cérémonie. Système d'enregistrement activé et surveillé. 48 heures. Elle avait demandé une évaluation. Il la lui avait accordée, mais la liste des observateurs lui noua l'estomac.
Kincaid serait présent, le protecteur de Mercer, son ancien commandant, l'homme qui avait étouffé des enquêtes et réduit des témoins au silence. Sa présence était à la fois une menace et une opportunité. Il viendrait pour protéger son marine, ce qui signifiait qu'il serait là quand tout s'effondrerait. Son téléphone vibra. Message de Rowe. Vu la notification. Tous les systèmes sont opérationnels, capteurs auxiliaires actifs et sauvegardés sur 3 serveurs sécurisés distincts. Quoi qu'il arrive, nous aurons des preuves. Elle répondit immédiatement. Turner prêt. Effrayé mais solide. Je l'ai préparé. Il tiendra. Harper referma son ordinateur portable et s'approcha de la fenêtre. Dehors, le soleil du matin dissipait les derniers lambeaux de brume marine, baignant Seabright dans une lumière californienne dure, presque impitoyable. Dans moins de 2 jours, elle se tiendrait devant le commandement de la base, les observateurs juridiques, et l'homme responsable de la mort de Tom Caldwell. Elle déclencherait alors la confrontation finale. Tout ce pourquoi elle avait travaillé, tout ce pourquoi Tom était mort. Condensé en une seule démonstration, capable soit de faire éclater la vérité, soit de mettre un terme à sa carrière. Aucune pression. Elle passa la matinée à l'annexe, fidèle à ses fonctions officielles. Observation des séances, prise de notes, documentation méticuleuse, presque mécanique. Mercer dirigea son bloc matinal avec la même perfection clinique qu'elle avait observée depuis son arrivée. Technique irréprochable, consignes nettes, respect absolu des protocoles. Il savait que l'évaluation formelle approchait. Il avait été prévenu, probablement par Kincaid lui-même, de maintenir une façade impeccable, mais elle surprit ses regards. De brefs coups d'œil quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Un calcul silencieux, une évaluation permanente. Il savait que c'était elle qui avait demandé l'évaluation. Il savait que ce n'était pas une simple formalité, et quelque part derrière ses yeux froids, il préparait sa réponse. Parfait. Qu'il planifie. Elle avait passé 4 ans comme tireuse d'élite à apprendre que les meilleurs plans ne reposaient pas sur ce que l'on espère que l'ennemi fera, mais sur ce qu'il fera réellement. Mercer tenterait de contrôler la démonstration, d'être irréprochable, de la faire passer pour paranoïaque aux yeux du commandement. Mais les hommes prisonniers de leur schéma ne les brisent pas sous pression. Ils s'y accrochent, ils redoublent. À midi, alors qu'elle examinait des registres de maintenance, Turner apparut dans l'embrasure du bureau. Il avait l'air épuisé, tiré, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Commandant, vous avez 1 minute ?» Elle referma la porte derrière lui et baissa la voix. « Qu'est-ce qu'il se passe ? Le capitaine Kincaid est passé ce matin, avant votre arrivée. » Les mains de Turner se tordaient l'une dans l'autre, une nervosité sans issue. « Il m'a pris à part. Il m'a reparlé de ma déclaration, celle que j'avais retirée à propos de l'accident du Master Chief Caldwell. » Un froid brutal se forma dans la poitrine de Harper. Qu'a-t-il dit ? Qu'il avait entendu dire que je parlais avec la supervision, qu'il espérait que je ne reconsidérais pas ma position, parce que de fausses accusations contre des Marines décorés ont tendance à détruire des carrières. Turner releva les yeux vers elle. « Commandant, il sait. D'une façon ou d'une autre, il sait que je vous ai parlé. Lui avez-vous dit quoi que ce soit ? Non, commandant, mais il a été très clair. Si je témoigne lors de cette évaluation, si je dis quoi que ce soit qui contredise la version officielle, je suis fini. Pas seulement ici, partout. » Harper se tourna vers la fenêtre, analysant les angles, les implications. Kincaid était intelligent. Il fallait l'être pour atteindre son grade au sein du corps juridique militaire. Il avait vu la demande d'évaluation, l'avait reliée à l'ancienne déclaration de Turner, et il s'était attaqué au maillon faible, classique contre-espionnage, identifier la vulnérabilité, la neutraliser avant qu'elle ne devienne une menace. Elle se retourna. « Caporal, je vais être direct avec vous. Ce que je m'apprête à faire est dangereux pour tous ceux qui y sont impliqués. Kincaid a du pouvoir, des connexions et la volonté de s'en servir. » Elle marqua une pause. « Si vous décidez de vous retirer maintenant, si vous estimez que votre carrière compte plus que la vérité, je le comprendrai. » Turner resta silencieux un long moment. Puis il se redressa. Quelque chose changea dans sa posture. La peur était toujours là. Mais en dessous, il y avait de l'acier. Le Master Chief Caldwell est mort parce qu'il a essayé de faire ce qui était juste. Je ne salirai pas sa mémoire en faisant l'inverse pour me sauver. Il sortit son téléphone et ouvrit l'application vidéo. J'ai des images de l'entraînement de l'autre soir, quand Mercer vous a étranglé. La qualité n'est pas incroyable, mais on voit tout.
la prise, les tapes, le temps qu'il attend avant de relâcher. Elle prit le téléphone et regarda la vidéo granuleuse. C'était exactement ce que les capteurs de Rowe avaient enregistré, sous un autre angle. Troisième preuve, troisième source indépendante, la même vérité accablante. Envoyez-la à cette adresse. Elle nota un compte sécurisé mis en place via le bureau de l'amiral Whittaker. Chiffrez l'envoi, puis supprimez la vidéo de votre téléphone et de toute sauvegarde cloud. S'il vérifie vos appareils, il ne doit rester aucune trace. Oui, commandant. Il lança le transfert, puis releva la tête. Commandant, je peux vous poser une question ? Allez-y. Est-ce qu'on va gagner ? C'était la question qu'elle se posait depuis la mort de Tom, celle qui la réveillait la nuit, celle qui la faisait douter de chacune de ses décisions. Mais face à ce jeune marine qui avait trouvé le courage de tenir malgré le prix à payer, elle sut qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. Oui, caporal, on va gagner. Elle soutint son regard. Parce que la vérité se moque des grades, de la politique et des amis puissants. Elle existe tout simplement, et une fois exposée, une fois visible pour tous, même Kincaid ne pourra pas la faire disparaître. Elle espéra avoir raison. Les 36 heures suivantes s'écoulèrent dans un flou de préparation. Harper coordonna avec Rowe pour s'assurer que chaque capteur auxiliaire serait pleinement opérationnel durant l'évaluation. Elle passa en revue la configuration de l'installation avec une précision tactique, identifiant les lignes de vue, les angles des caméras, s'assurant qu'aucun angle mort ne subsisterait lorsque le moment viendrait. Elle rédigea sa déclaration pour le corps de justice militaire. Clinique, structurée, détaillant le schéma des violations sans la moindre surcharge émotionnelle. Des faits, rien que des faits. Et elle s'entraîna, des heures à la salle de sport de la base, lutte au sol, enchaînement, sortie de clé, échappée sous pression. Elle préparait son corps pour ce qui arrivait, car elle savait, avec la certitude forgée par des années de combat, que Logan Mercer tenterait quelque chose pendant la démonstration. Son ego ne lui permettrait rien d'autre. Vendredi matin, se leva sous un ciel parfaitement dégagé, la chaleur montant déjà rapidement. Evelyn Harper enfila sa tenue de cérémonie, kaki impeccable, repassée au pli près, les décorations alignées avec une précision chirurgicale au-dessus de la poche gauche. 2 Purple Hearts pour l'Afghanistan. Une bronze star avec dispositif de bravoure, la Navy and Marine Corps Commendation Medal. Et tout en haut, l'insigne doré, l'aigle, l'encre et le trident. Elle accrocha ensuite un second insigne, juste à côté du sien, celui de Tom Caldwell. Frank Rowe le lui avait remis la veille au soir, sans un mot, simplement en le déposant dans sa paume. Le métal était lisse, usé par des décennies de port. L'or terni. Et pourtant plus réel que tout ce qui brillait autour. « Pour la chance, Master Chief », murmura-t-elle dans la chambre vide, « et pour la justice ». À 15h30, elle arriva à l'annexe. Le hall principal avait été transformé. Le désordre fonctionnel habituel avait disparu, remplacé par une rigidité militaire presque solennelle. Des rangées de chaises faisaient face au tapis central. Une table pour les observateurs était installée, équipée de matériel d'enregistrement et de dossiers officiels. Une 60aine de personnes et Earns étaient présentes, personnel de la base, instructeurs, sous-officiers supérieurs. Des gens qui avaient senti que quelque chose d'important allait se jouer. Le capitaine Daniel Kincaid se tenait près de la table d'observation, conversant à voix basse avec la représentante du MJC, la lieutenant-commandante Lauren Bishop. Il incarnait parfaitement l'image du capitaine de carrière, près d'1,80 m de tension contenue, uniforme impeccable, poitrine couverte de décorations. Le regard d'un prédateur habitué à lire les menaces avant qu'elles ne se manifestent. Il leva les yeux lorsque Harper entra. Quelque chose passa sur son visage, reconnaissance, calcul, évaluation du danger. Elle conserva une expression neutre et gagna sa position assignée. En face, sur le tapis, Mercer se tenait avec plusieurs autres instructeurs, eux aussi en tenue de cérémonie. Calme, sûr de lui, l'image même du marine décoré. Et pourquoi ne le serait-il pas ? Il avait déjà traversé ce genre de situation des dizaines de fois, toujours indemne, toujours protégé par le système. Aujourd'hui, serait différent. À 16h précises, le commandant de base appela la salle au garde-à-vous. Le commandant Michael Donnelly, sous-marinier de formation mais responsable de l'ensemble des opérations de la base, prit place au centre de la table.
fin de cinquantaine, début de calvitie, avec cette efficacité bureaucratique discrète qui permettait aux structures complexes de fonctionner. Cette évaluation est convoquée à la demande du lieutenant-commandant Evelyn Harper, officier de supervision du programme d'intégration au combat, annonça-t-il d'une voix claire sans micro. Son objectif est d'évaluer les protocoles d'entraînement actuels et d'assurer leur conformité totale aux règlements de sécurité de la marine. Le sergent-chef Logan Mercer procédera aux démonstrations standards. Toutes les séquences seront enregistrées à des fins d'examen officiels. Il adressa un bref signe de tête à Kincaid, reconnaissant la présence de l'officier supérieur. Le visage de Kincaid resta impassible, mais Harper perçut la tension dans sa mâchoire. Il ne voulait pas être là, ne voulait pas que son marine soit soumis à un tel examen. Mais refuser de se présenter aurait suscité plus de soupçons que sa présence n'en dissipait. Donnelly se tourna vers Harper. « Commandant, avez-vous des protocoles spécifiques à évaluer ?»« Oui, monsieur. » Sa voix était posée, clinique. Les applications de clés de soumission et les procédures de tap-out, en particulier le délai de réaction entre le signal et la libération. Des observations récentes ont soulevé des interrogations quant à la cohérence avec les normes de sécurité établies. Très bien, sergent-chef Mercer, vous procéderez à une démonstration avec un partenaire volontaire. Communication claire, exécution conforme au manuel. Il s'assit. Vous pouvez commencer. Mercer s'avança sur le tapis, accompagné du caporal Miles Turner. Bien sûr qu'il l'avait choisi lui, le témoin déjà intimidé, celui qu'il avait tenté de rendre complice par sa simple présence. Turner gardait un visage soigneusement neutre, mais Harper vit la rigidité de ses épaules. Ils commencèrent par un étranglement arrière. Mercer commentant chaque étape avec un professionnalisme irréprochable. Placement des mains, application de la pression, effet physiologique de la restriction du flux sanguin. Turner joua le rôle de la victime, tapa au moment approprié. Mercer relâcha instantanément. Parfait, impeccable, académique. Comme vous pouvez le constater, déclara Mercer en s'adressant à la salle, une technique correcte permet une libération immédiate dès le signal. Le tap est sacré. Il met fin à l'engagement, sans exception. Il enchaîna 3 autres démonstrations, étranglement en triangle, clé de bras, guillotine. Tout se déroula sans faute. Chaque libération était immédiate, contrôlée, impeccable. Dans la salle, plusieurs têtes acquiesçaient, l'image était parfaite, un instructeur compétent, professionnel, exécutant exactement ce que le manuel prescrivait. Evelyn Harper attendit, qu'il installe la ligne de base, qu'il déroule sa routine irréprochable, qu'il se sente en sécurité. Puis elle se leva. « Sergent-chef, je demande l'autorisation de participer à la dernière démonstration. » Le silence tomba brutalement. Logan Mercer se retourna et, l'espace d'une fraction de seconde, elle le vit. Quelque chose de sombre. Une étincelle froide derrière le masque professionnel, puis cela disparut, remplacé par une courtoisie parfaite. « Bien sûr, commandant. Quel scénario souhaitez-vous » ? Résistance active, vitesse réelle. Elle parla calmement. « Vous démontrez la technique de contrôle lorsque le sujet se défend. » Elle monta sur le tapis et commença à s'échauffer. Des conditions aussi proches que possible du combat réel. Le capitaine Daniel Kincaid se pencha en avant sur sa chaise. « Commandant Harper, est-ce nécessaire ? Le sergent-chef a déjà démontré sa maîtrise. Monsieur, avec tout le respect dû, les démonstrations précédentes concernaient des partenaires coopératifs. » Elle soutint son regard sans ciller. « Je souhaite évaluer l'exécution face à une résistance réelle, à moins qu'il y ait une raison pour laquelle cela serait inapproprié. » Avant que Kincaid ne puisse répondre, Michael Donnelly intervint. « La demande est raisonnable. Sergent-chef, êtes-vous à l'aise avec ce scénario ?» Mercer fit rouler ses épaules. Ce sourire froid réapparut. « Absolument, monsieur. » Ravi de démontrer. Ils se placèrent face à face au centre du tapis. Harper était consciente de chaque regard braqué sur eux. Des caméras enregistrant sous plusieurs angles. De Rowe, quelque part dans l'installation, surveillant les capteurs auxiliaires. C'était l'instant. Le point vers lequel Tom Caldwell avait tout construit. Celui qui exposerait la vérité, ou l'ensevelirait pour de bon. Ils engagèrent. Mercer attaqua le premier, frappe d'essai, qu'elle dévia et contre-attaqua. Pendant 30 secondes, c'était un sparring propre, professionnel, entre opérateurs entraînés. Puis, il plongea pour l'amener au sol. Explosif, engagé, calculé.
Elle étala, défendit, mais il avait anticipé. Ajustement en pleine action. Son poids les projeta au sol et elle sentit son placement évoluer alors qu'il cherchait le contrôle du dos. C'était le moment critique. Elle pouvait s'échapper, forcer une remise à zéro. Garder la démonstration neutre, sans conclusion, ou... Elle le laissa faire. Elle lui donna le dos, le laissa prendre la position, laissa ses bras se refermer autour de sa gorge, laissa l'étranglement arrière s'installer avec une efficacité rodée. Son avant-bras se barra contre sa trachée. La pression monta, délibérée, maîtrisée, pas encore écrasante. Elle tapa. Une fois, clair, indiscutable. Il maintint. Elle compta mentalement. 1, 2, 3 secondes. Elle tapa de nouveau, plus fort. Le signal d'urgence, il maintint. 4, 5. La pression augmenta, juste assez pour que le champ de vision commence à se resserrer. Elle entendit des murmures dans la salle. Une voix lança quelque chose de sec, mais le son se perdit dans le grondement de ses oreilles. 6 secondes. Septembre. À présent, ce n'était plus une démonstration, c'était réel, son corps réagit de lui-même. Réflexe autonome. Privation d'oxygène. Ses doigts griffèrent l'avant-bras de Mercer. Ses jambes battirent le tapis. Et très loin, elle entendit Turner crier « 8, 9, 10, 11 !» Enfin, il relâcha. Harper s'effondra en avant, haletante, la gorge en feu, la vision éclaboussée de taches sombres. Des mains l'aidèrent à se redresser. Des voix pressées lui demandaient si elle allait bien. Mais à travers tout cela, la douleur, l'air qui refusait encore de revenir, elle entendit la voix de Mercer. « Mes excuses, commandant. Vous opposiez une résistance agressive. Les signaux peuvent être difficiles à interpréter en conditions de combat réel. » Elle ne pouvait toujours pas parler. Elle se concentra uniquement sur la respiration. Inspirer, expirer. Forcer l'air à revenir tandis que son corps hurlait. Son esprit, lui, était parfaitement clair. 11 secondes. 11 secondes après le premier tape. Donnelly était déjà debout. Sergent-chef, c'était excessif. La commandante Harper a signalé clairement à plusieurs reprises. Monsieur, avec respect, les scénarios de combat sont chaotiques, répondit Mercer d'un ton parfaitement maîtrisé. Distinguer un tape d'un mouvement défensif demande du jugement. J'ai relâché dès que j'ai été certain de son intention. Faux! La voix venait du bord du tapis. Miles Turner. Le jeune caporal intimidé, menacé, réduit au silence. Il se tenait droit, téléphone à la main, le visage pâle mais résolu. 11 secondes entre le premier tape et la libération. Je les ai chronométrés. Il leva les yeux vers Kincaid. Harper y vit la peur. Mais en dessous, quelque chose de plus fort. Et ce n'est pas la première fois. Un murmure parcourut la salle. C'est exactement ce qu'il m'a fait il y a 4 mois. Exactement ce qu'il a fait à Alex Moreno l'an dernier. Il inspira profondément. Exactement ce qu'il faisait avant la mort du Master Chief Caldwell. La salle explosa. Des voix se superposèrent. Protestations, questions, démentis, des ordres pour rétablir le calme. Mais il était trop tard. Le schéma venait d'être exposé. Michael Donnelly se leva, appelant au calme, mais le chaos avait déjà débordé. Les voix se chevauchaient, l'indignation et la stupeur se mêlaient, et plus personne ne contrôlait vraiment la salle. Au milieu de ce tumulte, Evelyn Harper se redressa et prononça 4 mots, nets, tranchants, qui coupèrent court à tout le reste. « Montrez les images !» Frank Rowe surgit de la salle technique, ordinateur portable sous le bras. Il traversa l'espace d'un pas décidé, se connecta au système de diffusion de la table des observateurs et soudain, les écrans muraux s'illuminèrent. Images en écran partagé. Plusieurs angles simultanés de ce qui venait de se produire. Dans chaque coin, les horodatages défilaient, implacables, comptant chaque seconde de l'étranglement avec une précision numérique glaciale. Puis, Rowe lança une autre séquence, l'entraînement nocturne, Mercer étranglant Harper jusqu'à la quasi-perte de connaissance. Les secondes qui s'accumulaient bien au-delà du protocole. Le même schéma, la même absence de relâchement. Et ce n'était pas tout. D'autres images apparurent, plus anciennes, des mois en arrière, des enregistrements captés par les capteurs dissimulés de Tom Caldwell. Des victimes différentes, la même technique, le même dépassement volontaire. Le motif était désormais impossible à ignorer. Daniel Kincaid se leva brusquement. Ces images sont irrecevables.
Surveillance non autorisée, chaîne de possession compromise. Elle ne serait jamais admise dans une procédure formelle. Vous avez raison, capitaine. La voix venait de la table des observateurs. Lauren Bishop parlait pour la première fois. Elle était plus jeune que Harper ne l'avait imaginé, à peine la trentaine, avec le regard concentré d'une procureure qui venait de repérer une faille décisive. Dans une cour martiale, nous aurions des problèmes de recevabilité. Elle marqua une pause. Mais ceci n'est pas une cour martiale, c'est une révision administrative. Elle se tourna vers Donnelly. Monsieur, ce que nous venons de voir justifie à minima une suspension immédiate dans l'attente d'une enquête formelle. Donnelly hocha lentement la tête. Son efficacité bureaucratique s'adaptait, absorbant les nouvelles données. Sergent-chef Logan Mercer, vous êtes relevé de vos fonctions avec effet immédiat. Vous remettrez vos accès à l'installation et vous présenterez au service juridique de la base pour interrogatoire. Il se tourna ensuite vers Kincaid. « Capitaine, compte tenu de votre relation antérieure avec le sergent-chef, je demande qu'un autre officier soit désigné comme officier de liaison pour cette enquête. » Commandant Donnelly, vous commettez une grave erreur sur la base de preuves discutables, répliqua Kincaid, la mâchoire crispée. Capitaine, la voix de Bishop resta polie, mais implacable. J'ai également examiné la documentation fournie par la commandante Harper. Elle montre que vous êtes intervenu personnellement dans au moins 3 plaintes antérieures visant le sergent-chef Mercer. Elle inclina légèrement la tête. Cela crée au minimum une apparence d'irrégularité. Au pire, une obstruction à la justice. Le visage de Kincaid se durcit. Je protégeais un marine décoré contre de fausses accusations. Vous protégiez surtout votre philosophie de commandement contre toute forme de responsabilité. La voix de Harper était rauque, abîmée par l'étranglement, mais parfaitement audible. Vous avez convaincu le sergent-chef Mercer que l'entraînement agressif était la seule voie, que les règlements étaient des obstacles, pas des garde-fous. Elle inspira lentement. Et quand des gens ont été blessés, quand le Master Chief Caldwell a tenté d'y mettre fin, vous avez fait disparaître les problèmes. Vous n'avez aucune preuve de cela. Si. Elle sortit le dossier que Rowe lui avait remis et le tendit à Bishop. Les notes de Caldwell, 6 mois de rapports d'incident, des déclarations de témoins, des registres d'inspection du matériel. Sa voix ne trembla pas. Et ses dernières notes, rédigées la veille de sa mort. Il y mentionne des soupçons de sabotage d'équipement et une réunion prévue avec le commandement de la base. Réunion qui n'a jamais eu lieu parce qu'une corde a, mystérieusement, cédé. Un silence absolu s'abattit sur la salle. Tous les regards oscillaient entre Harper, Kincaid et les écrans où les images accablantes tournaient encore en boucle. Donnelly semblait soudain plus vieux. Le poids de ce qu'il venait d'entendre s'était posé lourdement sur ses épaules. « Capitaine Kincaid ?» Il s'éclaircit la gorge. « Vous êtes également relevé de vos fonctions dans l'attente de l'enquête. » Il se tourna vers Bishop. « Lieutenant-commandante Bishop, je demande au corps de justice militaire de prendre la tête d'un audit complet de ce programme et de tous les incidents associés. » Puis il regarda Harper. « Commandante, vous vous rendrez disponible pour un témoignage exhaustif. » « Oui, monsieur. » Mercer n'avait pas bougé. Il restait figé sur le tapis, regardant son monde s'effondrer en temps réel. Harper s'approcha de lui, gardant 2 longueurs de bras entre eux, et parla assez bas pour que lui seul l'entende. Le Master Chief Caldwell croyait en ce programme. Il croyait qu'on pouvait former des guerriers avec honneur et discipline. Il est mort en essayant de le prouver. Elle croisa son regard. Vous auriez pu faire partie de cet héritage. À la place, vous êtes devenu exactement ce qu'il combattait. Quelque chose passa sur le visage de Mercer. Pas tout à fait du remords, plutôt une reconnaissance tardive, une première fissure dans l'armure. J'essayais de les rendre forts, de les préparer à ce qui les attend vraiment. Non. Vous les brisiez pour prouver votre pouvoir. Elle secoua la tête. Ce n'est pas la même chose. Elle recula d'un pas. Le Master Chief aurait pu vous l'enseigner si vous aviez écouté. Des agents de sécurité apparurent pour escorter Mercer hors de l'installation. Il se laissa faire sans résistance. Ses épaules s'affaissèrent, la confiance et l'agressivité se vidant de lui à chaque pas. Kincaid quitta la salle de son propre chef, mais sa sortie n'en était pas moins définitive. L'homme, qui avait protégé une culture toxique,
qui avait privilégié les résultats au détriment des règles, voyait sa carrière s'éteindre dans l'installation même qu'il avait tenté de contrôler. Quand ils quittèrent la salle, l'un après l'autre, lentement, le hall se vida peu à peu. Le personnel s'éparpillait par petits groupes, chacun digérant à sa manière ce qu'il venait de voir. Turner s'approcha d'Evelyn Harper et se mit au garde à vous. « Commandant, je voulais juste dire, vous avez bien fait. » Elle hocha la tête. « C'est toi qui as fait le plus dur, sergent. Il fallait du courage pour parler quand ça comptait vraiment. » Elle réussit à esquisser un léger sourire malgré la douleur qui lui brûlait la gorge. « Le Master Chief, Tom Caldwell, aurait été fier de toi. » Turner hocha la tête, incapable de répondre, puis se détourna et quitta la salle. Finalement, il ne resta plus qu'Harper, Frank Rowe et le commandant Michael Donnelly dans le hall désormais silencieux. Donnelly les observa tous les deux, puis secoua lentement la tête. Ça n'aurait jamais dû aller aussi loin. Il soupira. Il n'aurait jamais fallu qu'un commandant SEAL manque de mourir pour que tout ça soit exposé. « Non, monsieur », répondit Harper d'une voix rauque, chaque mot lui arrachant la gorge. « Ça n'aurait pas dû. » Elle marqua une pause. « Mais c'est arrivé. Et maintenant, on s'assure que ça n'arrive plus jamais. » « Entendu. » Donnelly la regarda attentivement. « Commandant, une fois que vous aurez été médicalement autorisé à reprendre, j'aimerais discuter de votre prise de fonction dans un rôle de commandement pour restructurer ce programme. » Il désigna l'espace autour d'eux. « Il nous faut quelqu'un qui comprenne à la fois la nécessité opérationnelle et le respect des règles. » Harper jeta un regard à Rowe. Il hocha légèrement la tête. « Ce serait un honneur, monsieur. » Donnelly quitta la salle. Les écrans s'éteignirent enfin. Les images cessèrent de tourner en boucle. Rowe s'approcha d'elle, regardant le tapis où tout s'était joué. Tom aurait fait ça autrement. Il aurait monté un dossier irréprochable, tout transmis par les canaux officiels, laissé le système faire son travail. Le système l'a tué. Je sais. Rowe sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur reposait une Navy Cross, la deuxième plus haute distinction pour bravoure. Elle est arrivée hier. Attribution à titre posthume pour Tom. Sa voix se durcit. Ils appellent ça reconnaissance de toute une carrière consacrée à l'excellence et à l'intégrité dans l'entraînement. Il trouve les mots justes, maintenant qu'il ne peut plus les embarrasser. Oui. Rowe referma la boîte. Mais il avait raison, commandant, sur le programme, sur les principes, sur vous. Il la regarda droit dans les yeux. Il savait que vous finiriez ce qu'il avait commencé. Harper sentit le poids des 6 derniers mois s'abattre sur elle, le deuil, la colère, la détermination qu'il avait portée depuis cet appel téléphonique. Et, sous tout cela, le souvenir d'un homme qui lui avait sauvé la vie, puis avait passé des années à lui apprendre comment sauver celle des autres. Il me manque. À moi aussi. Rowe se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta. Faites examiner cette gorge. Il esquissa un bref sourire. Et, commandant, vous avez fait du travail important, du travail qui compte. Lorsqu'il partit, Harper resta seul dans le hall d'entraînement vide. Sa gorge la faisait souffrir. Son corps était couvert d'ecchymose. Et elle savait que les batailles administratives ne faisaient que commencer. Enquête formelle, déposition, montagne de dossiers qui prendraient des mois. Mais l'essentiel était fait. La vérité était désormais exposée, documentée, impossible à nier. Elle sortit son téléphone et regarda la photo qu'elle portait sur elle depuis 6 mois. Elle et Tom au stand de tir, souriant, couverts de poussière et de fierté. Elle effleura l'écran du doigt. « Mission accomplie, Master Chief. » Sa voix était basse. « Le programme va changer. On va faire les choses correctement cette fois, à ta manière. » Une semaine plus tard, Harper se tenait devant une nouvelle promotion d'instructeurs. 23 hommes et femmes, issus de plusieurs branches, sélectionnés pour le programme de combat intégré réformé. Turner se tenait parmi eux, promu sergent et désigné comme son adjoint. L'installation avait été nettoyée, réorganisée, de nouveaux protocoles en place, une supervision indépendante instaurée. Derrière elle, sur le mur, une plaque commémorative, Master Chief Tom Caldwell, US N 1963 à 2024. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Elle commença le briefing.
Vous êtes ici parce que vous représentez la prochaine évolution de l'entraînement au combat, une préparation de haute intensité qui ne sacrifie pas la sécurité au nom des résultats, une condition agressive qui respecte les règles. Elle laissa le silence s'installer. Nous allons prouver que l'honneur et l'efficacité ne sont pas incompatibles. Elle inspira. Le Master Chief Caldwell a passé 30 ans à se battre pour ce programme. Il est mort en essayant de le réparer. Nous allons honorer son héritage en formant des guerriers aussi disciplinés que dangereux. Des professionnels qui comprennent que le protocole de tap-out n'est pas une faiblesse. Elle balaya la salle du regard. C'est le fondement de la confiance qui rend l'entraînement agressif possible. Pendant 1 heure, elle détailla le nouveau cursus. Enregistrement obligatoire, observateur de sécurité indépendant, canaux de signalement anonyme, politique de tolérance zéro appliquée dès le premier jour. Après le briefing, Turner s'approcha. « Vous pensez que ça va marcher, commandant ? Qu'on peut vraiment changer la culture ?» Harper observa l'installation autour d'elle. Non pas telle qu'elle avait été, mais telle qu'elle pouvait devenir. « Oui, sergent. Parce que cette fois, on ne tente pas de changer les choses seul. » Elle sourit légèrement. « Cette fois, le système est avec nous, pas contre nous. » Ce soir-là, de retour dans ses quartiers, elle trouva un colis qui l'attendait. Pas d'adresse de retour, seulement son nom, écrit d'une main soigneuse. À l'intérieur, un livre à la relure de cuir usé, ses pages couvertes de notes et de passages soulignés. Le journal personnel d'entraînement de Tom Caldwell, 30 années de sagesse durement acquise, consignées à la main. Un billet était glissé à l'intérieur de la couverture. L'écriture était immédiatement reconnaissable, celle de Tom Caldwell, nette, anguleuse, sans fioriture. « Nora, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là et que tu as fait ce qui devait être fait. J'ai toujours su que tu en avais la force. Souviens-toi, la discipline n'est pas l'obéissance aveugle aux règles. C'est le courage de les faire respecter quand tout le monde détourne le regard. Rends-les meilleurs. Rappelle-leur pourquoi on fait tout ça. Ceux qui viendront après nous méritent des instructeurs qui les pousseront jusqu'à leurs limites tout en les protégeant. Sois cet instructeur, sois ce leader. Rends-moi fier. » Tom. Elle s'assit sur le bord du lit, le journal posé sur ses genoux, et pour la première fois depuis cet appel, 6 mois plus tôt, elle laissa les larmes couler. Elle pleura le mentor perdu, le système brisé qu'elle avait dû exposer, le prix payé pour avoir fait ce qui était juste quand le monde vous suppliait de regarder ailleurs. Puis, elle s'essuya les yeux, ouvrit le journal et se mit à lire. La sagesse de Tom, ses méthodes, sa vision d'un entraînement où l'intensité ne détruit pas l'intégrité, mais s'appuie sur elle. Elle apprendrait tout, elle appliquerait tout, et elle transmettrait tout à la génération suivante. Tom Caldwell avait toujours cru qu'une seule personne, si elle avait le courage nécessaire, pouvait changer un système. Il l'avait prouvé par sa vie. À présent, elle le prouverait par la sienne. Le lendemain matin, Evelyn Harper était de retour à l'annexe à 5h30. Les nouveaux instructeurs arrivaient déjà, enthousiastes, tendus, prêts à apprendre une autre manière de faire. Elle les salua un à un, retint leurs noms, posa les premières pierres de la confiance qui allait soutenir tout le reste. À 6h, elle se tint sur le tapis, là où Mercer avait tenté de la briser, là où la vérité avait fini par éclater. « Bonjour, je suis la commandante Evelyn Harper. » Et c'est ici que nous commençons. Sa voix était calme, assurée, pas par l'intimidation, pas par la peur, mais par le respect. Elle balaya le groupe du regard. Le respect les uns des autres, le respect de la mission et le respect des règles qui nous permettent de rester en vie assez longtemps pour retourner nous battre demain. Elle vit dans leur visage le potentiel, la détermination, l'avenir de l'entraînement au combat. Le Master Chief Tom Caldwell m'a dit un jour que les guerriers les plus forts ne contournent pas les règles. Ils les font respecter. Un silence attentif. Aujourd'hui, nous allons prouver qu'il avait raison. Elle inspira. Aujourd'hui, nous montrons que la discipline et l'intensité ne sont pas opposées. Elles sont buddies, elles sont partenaires. Et ensemble, elles produisent des opérateurs qui ne se contentent pas de survivre au combat. Elle sourit, sentant la présence de Tom comme une main posée sur son épaule. Ils y excellent. L'entraînement commença. Sur le mur derrière elle, la plaque commémorative de Tom Caldwell capta la lumière du matin. Ces mots, à la fois promesse et défi, veillaient sur tous ceux qui entrèrent dans cette salle. La discipline est le pont entre les objectifs
et l'accomplissement. Ils traversèrent ce pont ensemble, de la bonne manière, à la manière de Tom, la manière de guerrier qui savait que la véritable force ne se mesurait pas à la violence infligée, mais à la capacité de savoir quand tenir et quand relâcher.